président de la République Alassane Ouattara est de retour du Nigeria où il a pris part au 50e sommet ordinaire de la CEDEAO. Le président ivoirien et ses pairs réunis à Abuja ont planché entre autres sur la crise post-électorale en Gambie. Les Ivoiriens s'apprêtent à aller aux urnes demain dimanche pour élire leurs députés. La campagne électorale a pris fin hier. Ils sont plus de 1000 candidats lancés dans cette course au Parlement ivoirien. La Banque africaine de développement débloque plus de 500 milliards de francs CFA au bénéfice de la Côte d'Ivoire afin de donner un nouveau visage à la capitale économique en matière d'infrastructures routières. Le conseil d'administration de la BAD a approuvé ce prêt hier. Et en France, la haute autorité des primaires a publié la liste des candidats retenus pour la primaire de gauche. 7 candidats ont été retenus, dont l'ancien Premier ministre français Manuel Valls. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans le 20h sur RTI1. Je vous le disais tantôt, le président de la République a regagné Abidjan ce soir même. Il revient du Nigeria où il a pris part au 50e sommet ordinaire de la CEDEAO. Le chef de l'État et ses pairs réunis à Abuja se sont penchés entre autres sur la crise post-électorale en Gambie. Le récit de Viviane Aimé. Cette 50e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui a enregistré la présence du chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, arrivé tôt ce samedi matin à Abuja, la capitale politique du Nigeria, pays siège de l'organisation régionale ouest-africaine, avait à son ordre du jour 2 dossiers, le blocage politique en Gambie et la situation politique en Guinée-Bissau. 2 cas qui ternissent l'image de l'organisation régionale ouest-africaine à l'heure où le principe d'élection libre, démocratique et transparente est devenu une règle générale au sein de l'organisation. La conférence des chefs d'État a rendu hommage au président sortant du Ghana, John Dramani Mahama, présent pour sa dernière participation à ce sommet, pour la bonne tenue de l'élection présidentielle au Ghana et sa reconnaissance de la victoire de son adversaire Nana Akufo-Addo. La conférence des chefs d'État a aussi félicité la bonne tenue du référendum constitutionnel en Côte d'Ivoire. Dans son discours de présentation, le président de la commission de la CEDEAO, Marcel Alain de Souza, a déploré que les problèmes politiques auxquels viennent s'ajouter l'impératif sécuritaire causé par les attaques terroristes récurrentes dans la sous-région ait pour conséquence un ralentissement du programme d'intégration économique. La commission de la CEDEAO a d'autre part soumis à l'attention des chefs d'État un court-métrage réalisé en caméra cachée intitulé Taxi CEDEAO qui présente les entraves à la libre circulation des personnes et des biens qui subsistent aux frontières des États membres avant le discours d'ouverture de la présidente de la conférence, la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf. Le cérémonial d'ouverture a été suivi du huis clos des chefs d'État sur la situation de blocage en Guinée-Bissau et plus récemment en Gambie. Au sortir de ce conclave, le président de la République Alassane Ouattara affichait sa confiance quant à un déblocage de la situation politique en Gambie grâce au dialogue. Des mesures d'accompagnement seront proposées au président gambien sortant, a-t-il laissé entendre. Ce que nous avons dit clairement, c'est que des élections ont eu lieu en Gambie. Les résultats sont connus. Les résultats ont d'ailleurs été acceptés par le président sortant et que ces décisions doivent être appliquées. Alors maintenant, il y aura des mesures d'accompagnement qui seront annoncées. Et nous espérons tous être à Banjul le 18 janvier prochain pour participer à l'investiture du nouveau président Adama Barrow. Après sa participation à cette 50e session ordinaire de l'organisation régionale ouest-africaine, le chef de l'État ivoirien a regagné Abidjan pour accomplir son devoir citoyen ce dimanche 18 décembre à l'occasion de la tenue du scrutin législatif.
Et nous sommes samedi aujourd'hui, nous aurons la page culture. Notre invité a côtoyé la rue à 12 ans. Il y a vécu pendant des années. Son nom, Kipré Jean Omer, alias Saïm Polo, est un ancien caïd de la rue abiganaise. Il vient de réaliser un film documentaire intitulé Les enfants d'Oufouette, un film qui raconte l'histoire du mouvement Zigueyi ou Loubar en Côte d'Ivoire dans les années 80-90. Ces Loubar bagarreurs connaîtront par la suite une renaissance grâce à un homme, le président Félix Houphouët-Boigny. Saïm Polo le dit lui-même, la rue est un esprit, il faut savoir tirer le meilleur d'elle. Comment tirer ce meilleur? Il nous l'expliquera dans quelques instants et ce sera dans la page culture. Mais avant cette page culture, voyons ce qui concentre l'actualité en Côte d'Ivoire. Il s'agit des législatives et les Ivoiriens iront aux urnes demain dimanche pour élire leurs députés. Mais comment va se dérouler le vote? Quelles sont les dispositions prises par la commission électorale indépendante? Le président de la CEI, Youssouf Bakayoko, vient de faire une déclaration. Il appelle tous les candidats et tous les électeurs à l'apaisement pour le bon déroulement du scrutin. Herman Guivé. 1337 candidats frappent aux portes de l'Assemblée nationale. Voici venu le moment pour les électeurs de choisir leurs élus. Un scrutin qui doit se tenir dans un climat apaisé. Youssouf Bakayoko, président de la commission électorale indépendante. Chers frères et sœurs, candidats et candidates, une semaine durant, vous avez mené tambour battant et avec une grande détermination une campagne pour convaincre les électeurs. Certes, quelques incidents malheureux ont été relevés dans certaines circonscriptions. Vous avez toutefois fait preuve, dans votre grande majorité, d'un esprit de civisme et de fair-play électoral exemplaire. La commission électorale, par ma voix, vous en félicite chaleureusement. Comme vous le savez, tous les regards sont tournés vers le scrutin qui se tiendra demain, le tout premier de notre troisième République. Ainsi, plus de 5000 observateurs, dont un millier mandatés par des structures internationales et non des moindres, Union africaine, CEDEAO, UEMOA, Organisation internationale de la francophonie, Union européenne, ambassade des États-Unis, de France, etc., ont sollicité et obtenu une accréditation pour suivre le déroulement de cette consultation électorale. Je voudrais vous assurer, à cet égard, que la Commission électorale indépendante a pris toutes les dispositions d'ordre logistique et sécuritaire, notamment en liaison avec le gouvernement pour conduire à bonne fin ce scrutin. Nos équipes d'agents électoraux, au nombre de 60 000, devant gérer le bureau de vote, ont été formées et sont en voie de déploiement sous la supervision de nos commissaires centraux et locaux. Par ailleurs, l'ensemble des matériels et des documents électoraux ont été mobilisés et sont prépositionnés à ce jour dans les différents lieux de vote. Enfin, les forces nationales, police, gendarmerie et armée, en charge de la sécurisation du processus, sont à pied d'œuvre depuis l'ouverture de la campagne pour garantir votre liberté de choix. Comme vous le voyez, chers frères et sœurs, notre commission a mis en place tous les atouts pour relever le défi de la transparence et offrir à la Côte d'Ivoire, le 18 décembre prochain, un scrutin équitable. Il revient maintenant à chacun de nous, candidats et électeurs, de jouer sa partition en évitant toute violence et toute entrave au libre exercice du choix légitime des autres. Il importe que nous contribuions tous, chacun à son niveau, au déroulement du scrutin dans un climat apaisé. Je voudrais, pour terminer, rappeler à l'attention de tous, observateurs et médias en particulier, que la Commission électorale indépendante est la seule entité
à proclamer les résultats provisoires et définitifs du scrutin législatif. Je voudrais donc inviter instamment les uns et les autres à un respect scrupuleux de cette disposition légale. Bonne chance à tous et vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Un scrutin qui vient offrir à la Côte d'Ivoire l'opportunité de consolider sa jeune démocratie, mieux de renforcer la cohésion et l'unité nationale, comme souhaité par tous. Et la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes appelle aussi au maintien d'un climat apaisé pour le scrutin de demain. Nous écoutons la ministre Maria Tokone. Ce dimanche 18 décembre, nous allons procéder au vote pour élire nos représentants à l'Assemblée nationale. Je profite de cette occasion pour lancer un appel à tous mes compatriotes, à tous les citoyens ivoiriens, quel que soit le lieu de vote où ils se trouvent. Faisons en sorte que ces élections législatives soient apaisées. N'empêchons pas les autres de voter, n'injurions pas les autres, n'empêchons pas les autres d'aller voter. Faisons en sorte que ces élections se déroulent dans le calme, dans la sérénité, dans la paix absolue, dans le respect du jeu démocratique, afin que la cohésion sociale reste de mise en Côte d'Ivoire. Du côté des forces de l'ordre, on s'active aussi pour la réussite de ce scrutin. Un plan de sécurisation a été mis en place pour permettre aux citoyens de voter en toute quiétude. C'est l'opération baptisée Vision 255. 30 000 forces de l'ordre seront déployées. Herman Guivi. Vision 255, une dénomination qui ne relève pas du hasard. Ce sont 255 députés qui siègent à l'Assemblée nationale, 255 sièges convoités par 1337 candidats qui seront choisis sous le regard de 5000 observateurs sur l'ensemble du territoire. 30 000 hommes, c'est l'effectif déployé dans le cadre de la sécurisation du scrutin, 12 000 gendarmes, 12 000 policiers et 6 000 militaires. Un dispositif de sécurité coordonné à partir du poste de commandement, le PCC, installé à l'état-major des armées, autour duquel graviteront 16 postes de commandement secondaires. Le chef d'état-major général des armées, Soumaïla Bakayoko, rassure, la sécurité autour du scrutin sera garantie. Toutes les dispositions sont prises pour que la sécurité soit totale et elle sera totale. Pour qu'on ait choisi celui que nous voulons, qui nous représente à l'Assemblée nationale. C'est un droit. Personne ne doit intimider son ami pour l'empêcher d'aller voter. Non, nous sommes là pour faire en sorte que cette liberté ou ce droit de vote soit exercé. Patrouille et binôme sur les lieux de vote, unités d'intervention, section et peloton à proximité des lieux de vote auront pour mission dans un premier lieu de parer à toute forme de tension et en un second lieu d'intervenir rapidement et surtout efficacement pour éviter toute tentative de trouble. Et comme pour élargir le champ de vision de l'opération, un soutien aérien sera de mise. Il constituera l'apport des forces internationales. Voilà, je rappelle pour fermer ce chapitre que le scrutin législatif aura lieu demain dimanche sur l'ensemble du territoire ivoirien. La Banque africaine de développement va débloquer plus de 500 milliards de francs CFA au bénéfice de la Côte d'Ivoire afin de donner un nouveau visage à la capitale économique ivoirienne en matière d'infrastructures routières. Le conseil d'administration de la BAD a approuvé ce prêt hier au vu des performances réalisées par l'État ivoirien et des perspectives économiques promoteuses. Les explications d'Adama Koné. On pourrait le dire, l'esprit du Père Noël souffle dans les relations Côte d'Ivoire, Banque africaine de développement, BAD. Le moteur du véhicule du schéma directeur des transports du Grand Abidjan est en marche. La Banque africaine de développement a décidé de fournir le carburant nécessaire pour le trajet qui durera jusqu'en 2021. Ce vendredi, le conseil d'administration du groupe de la BAD a approuvé donc un prêt de plus de 769 millions d'euros, soit 505 milliards de francs CFA. Une enveloppe qui servira entre autres au financement d'un projet de taille, le 4e pont d'Abidjan. Une infrastructure de 1400 mètres connectant les communes du Plateau et d'Adjamé à celles de Yopougon. 70 000 véhicules emprunteront chaque jour le 4e pont. À cela s'ajoute l'aménagement de 87,9 km de voies urbaines rapides, la réalisation de 6 échangeurs et la réhabilitation de faits tricolores de 89 carrefours.
Le projet porte enfin sur la gestion des déchets urbains et le renforcement des capacités en matière de régulation de la circulation. De quoi améliorer la fluidité routière dans la capitale économique dont la population actuelle de 4,71 millions d'habitants est estimée à 8,5 millions en 2030 et où le parc automobile enregistre une forte croissance. Si le moteur est en marche avec la mobilisation des fonds, le véhicule du schéma directeur des transports commence à traverser en janvier 2017 avec le lancement des travaux. On les savait d'une grande utilité à l'intérieur du pays en matière de transport des marchandises et des personnes. Les motos à 3 roues, vous les avez certainement aperçues dans la capitale économique ivoirienne. Ces moyens de transport sont de plus en plus sollicités par les populations. Faisons le constat avec notre reporter Malika Koulibaly. Nous ne sommes pas à Katiola, encore moins dans une autre ville de l'intérieur du pays. Nous sommes bien à Abidjan, à Cocody. Ici aussi, dans cette grande agglomération, les tricycles ont fait surface. Nous sommes quittés à Yopougon et nous sommes allés déposer Placali à Petit Bassam, pour Boué. 10 sacs de Placali, puisque nous pensons chez elle, nous avons déposé 10 sacs chez elle. Et maintenant, nous venons déposer les 6 sacs de bananes chez notre client. Pour mieux comprendre ce nouveau trafic, rendez-vous à Adjamé où il prend toute sa source. On poussait au trou. Donc quand le moteur est sorti, les gens ont payé le moteur pour nous donner, on fait recette. On prend bagage 5 000, on va beaucoup. Et des fois on peut faire 3 bagages. Et gagner moi c'est 15 000. 15 000 après recette, on prend carburant 2 000, on gagne plus de cocottes. Un moyen exclusivement consacré au transport des biens, des marchandises. Il se développe assez rapidement car les commerçants le trouvent beaucoup plus bénéfique. Bon, il m'a pris à 6 000. D'Adjamé à Bouedmi. C'était une taxi, elle a payé au moins 10 000, 8 000. Si tu vois que les femmes viennent derrière nous parce que ça les arrange, parce qu'on prend, on s'en déposer, c'est à la maison ou soit dans les places au marché. Nous on transporte, on s'en met dans les places. La floraison de ces engins motorisés à 3 roues dans le Gotha du transport abidjanais n'est toujours pas sans difficulté. Leurs concurrents sérieux, les taxis compteurs d'un côté et de l'autre les taxes municipales. Non, ça ne nous arrange pas parce que si on doit prendre des clients avec trucs, on ne peut plus les avoir puisque deux ou trois clients se mettent ensemble, ils prennent les tricycles et puis ils s'en vont. Mais ce que j'ai pris, 10 sacs de Placali, tu ne peux pas prendre. Voilà. Donc, toi et moi, nous ne sommes pas sur la même voie. Ce qui nous fatigue là, c'est à propos de la mairie là. C'est à propos de la mairie. C'est la mairie qui nous fatigue. Sinon, tous les motos là, ils ont papier complet. Dans ce vaste trafic dans la capitale économique, les 3 roues trouvent le moyen de se faire valoir. Le risque que cela peut occasionner, ils le savent, mais peu importe. Depuis maintenant 5 ans, il faut aussi compter avec eux pour transporter nos bagages. Et pourquoi pas nous-mêmes pour un petit tour. Les gérants de cabines de téléphone portable sont en grève depuis jeudi. Ils protestent contre la faible marge de bénéfices qui leur revient. Ils sont aussi suivis par certains fournisseurs, ce qui cause des désagréments à leurs clients. Davis Oyo, Grace Kanto. Depuis 3 jours, les gérants de cabines ont entamé une grève de 72 heures sur toute l'étendue du territoire pour multiples raisons. Entre autres, la faible marge bénéficiaire qui leur est concédée par les différents opérateurs de téléphonie mobile. 4%, ça ne nous arrange plus. C'est du commerce que nous faisons et ce que nous gagnons là est insignifiant. Sur un rechargement de 10 000, nous n'avons que 400 francs. Et je dis bien 400 francs. Nous voulons que lorsque nous rechargeons 10 000, nous ayons 2 000 sur les 10 000. Un mot d'ordre suivi également par certains fournisseurs d'unités. 600 000 francs vendus par le ministère de téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. On a un bonus de 4 000. Les gérants de cabine ont 4 000, donc vraiment c'est petit. Donc on accompagne les gérants de cabine dans la lutte. La grève n'est pas suivie partout. Dans certains quartiers d'Abidjan, d'autres gérants de cabine continuent d'offrir leurs services à la clientèle. Si on grève, on ne gagne rien même. Donc c'est mieux de venir travailler. Si on gagne peu, on peut faire rentrer ça que de rester à la maison. En réaction, des sociétés de téléphonie mobile ont souhaité ne pas s'exprimer pour certaines et donner leur avis ultérieurement pour d'autres.
Une situation qui crée des désagréments au sein de la population. Le propos des transferts, c'est fatigant. Matin, là, tu tournes, tu ne sais pas où faire. Oh, tu es dans le besoin. Dans l'immédiat, tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Vraiment, ce n'est pas intéressant. Ce matin, j'ai essayé de faire transfert. On m'a dit qu'ils sont en grève. J'essaie de joindre ma mère au village. Bon, il n'y a pas d'unité. On n'arrive pas à avoir de recharge. Donc vraiment, on a d'énormes problèmes actuellement. Débuté le jeudi 15 décembre, cette grève des gérants de cabine prend fin ce samedi 17 décembre. Et espérons que cette grève a réellement pris fin. Les douanes ivoiriennes viennent de saisir un important pack de bois de Verne, l'exploitation étant interdite en Côte d'Ivoire. La saisie a été effectuée dans la commune d'Abobo, le témoignage de Sita Soro. Bonne prise pour les éléments de la brigade spéciale des douanes ivoiriennes. Un important parc de bois de Verne a été découvert par ces derniers non loin d'une scierie à Djibi Village, sur l'axe Abobo, à l'épée. Une prise possible après que les agents aient été informés de l'existence de ce parc clandestin. C'est une quantité vraiment importante que nous avons trouvée ici. Après plusieurs questions posées au propriétaire de la scierie qui est à côté, il s'avérait que c'est pour lui le bois. Depuis l'interdiction, il a mis ses bois ici. Mais ce qui est curieux, c'est qu'ils ont emporté des conteneurs qui ont disparu dans la nature. Le capitaine Antoine Bailly a rappelé qu'un décret a été pris par l'État ivoirien interdisant l'exploitation et la commercialisation du bois de Verne sur toute l'étendue du territoire national. À cet effet, toute personne se rendant coupable d'un tel délit sera considérée comme un bandit et traitée comme tel. Une enquête a été diligentée en vue de démanteler ce réseau de trafiquants. Cette saisie est la deuxième du genre depuis l'interdiction d'exploitation du bois de Verne. Dans le domaine de la santé, la Société ivoirienne d'ophtalmologie vient de tenir son 11e congrès ordinaire ici à Abidjan. Spécialistes et praticiens ont partagé leur expérience en matière de prise en charge efficace des patients. Le reportage de Grace Kando. Traumatisme avec plaie de l'œil, infection de la vue et tumeur de l'œil, ces maladies font partie des cas d'urgence dans les services d'ophtalmologie. En Côte d'Ivoire, 20% des patients souffrent de ces pathologies. La Société ivoirienne d'ophtalmologie veut contribuer à la réduction de ces cas d'urgence. Praticiens et spécialistes du domaine sont réunis pour partager leurs expériences afin de référer les malades de l'œil dans les services compétents. Les urgences en ophtalmologie posent un problème en Afrique parce que nous évoquons l'insuffisance des spécialistes et leur répartition. Nous évoquons aussi le diagnostic tardif des malades qui peuvent quelquefois aussi voir des praticiens avant de venir dans les structures médicales. Donc tous ces aspects doivent être améliorés pour une meilleure prise en charge des patients. Parce que urgence signifie une prise en charge rapide dans les premières heures, voire dans les premiers jours. Parmi nous, il y a différents niveaux d'expérience. Certains sont très expérimentés, d'autres le sont un peu moins, certains même sont en formation. Donc il était important pour nous de regrouper tout ce monde, d'échanger les expériences, de communiquer avec les moins expérimentés pour que ceux qui ont un peu plus d'expérience donnent la possibilité à nos patients d'être pris en charge le plus rapidement possible dans le cadre des urgences. Les ophtalmologues veulent, à travers leur 11e congrès, mettre des moyens plus adaptés en place pour une prise en charge efficace des patients. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a 10 ans cette année. L'anniversaire a été célébré en Tanzanie, à Arusha, où se trouve son siège. Et les travaux ont donné droit à des réflexions approfondies sur le bilan et l'avenir de l'institution. Adama Kone. La Cour se refuse de trahir la confiance du justiciable africain qui aujourd'hui demande fortement que la promotion de la femme soit une priorité sur le continent. Le symposium d'Arusha voudrait que la question soit résolue et que les États africains mènent des actions communes en rang serré. Sauf que, devant la volonté d'assumer une responsabilité collective, une souveraineté commune, il y a une contradiction à résoudre. Celle qui consiste pour des États à penser que les institutions internationales empiètent sur leur souveraineté. Sur quelle durée donc faut-il attendre une harmonisation des compréhensions des uns et des autres? Là est l'inquiétude. L'institution de la Cour est vraiment une marque de souveraineté du continent, souveraineté judiciaire, dans la mesure où la Cour
s'emploie à la protection des droits de l'homme sur le continent africain, à résoudre les torts qui peuvent être faits ici et là, conformément bien sûr à la Charte africaine des droits de l'homme et aux divers instruments de protection des droits de l'homme qui ont été ratifiés par les États concernés. Ce n'est donc pas une entorse à la souveraineté des États que de pouvoir jouer le rôle que la Cour joue. Pour sortir de cette situation, les États sont invités à remplir leurs engagements vis-à-vis de leur peuple, de respecter ce que la communauté a décidé et d'éviter toute duplicité. En France, la Haute Autorité des primaires a publié la liste des candidats retenus pour la primaire de gauche. 7 candidats ont été retenus, dont l'ancien Premier ministre français Manuel Valls. Retenu en revanche que 2 candidats socialistes ont été recalés. Il s'agit de Gérard Filoche et Fabien Verdier qui avaient déposé leur candidature au dernier moment. Le premier faute de parrainage suffisant selon le président de la Haute Autorité, Thomas Clé. Le pape François souffle aujourd'hui ses 80 bougies. Le souverain pontife est né le 17 décembre 1936 en Argentine. 80 ans, c'est l'âge de la semi-retraite pour les cardinaux qui, une fois passé ce cap, n'ont plus le droit d'élire un souverain pontife lors d'un conclave. Nous sommes samedi aujourd'hui. Place maintenant à la page culture de cette édition. Notre invité est toujours avec nous. Bonsoir, monsieur Kipré Jean-Omer. Bonsoir, madame. Alors, Kipré Jean-Omer, alias Saïm Polo, que préférez-vous que je dise Kipré? Je pense que Kipré, c'est mon nom de famille, donc je pense que Kipré, c'est mieux. Donc, on laisse Saïm Polo qui vous Saïm rappelle de mauvais souvenirs, c'est ça? Non, pas forcément les mauvais souvenirs. Saïm, d'abord, c'est un nom oubé et qui vient du côté de ma mère. Et Polo, c'est les amis qu'on met dessus. D'accord. Ouais. Donc, on retient M. Kipré Jean-Omer. Alors, vous avez connu la rue à l'âge de 12 ans, si jeune. Qu'est-ce qui vous a amené dans la rue? En fait, j'habitais un quartier chaud d'Abidjan qui s'appelle Abobo. Et mon quartier était le quartier Kennedy, que tout Ivoirien connaît, tous ceux qui habitent à Abidjan. C'est l'un des quartiers les plus chauds d'Abidjan. Donc, je graine d'un environnement chaud déjà. Donc, la rue était déjà à ma porte déjà. Je dirais comme ça que la rue était déjà à ma porte. Et donc, la rue était à votre porte, vous êtes entré dans cette rue. Alors, à quoi ressemble la vie d'un enfant à cet âge dans la rue? Je pense que dans l'âge, on est un enfant, dans l'âge, mais dans la réflexion, on a le souci d'un adulte quand on est dans la rue. Et un enfant de 12 ans que j'étais, déjà j'avais le souci d'un adulte. Je suis venu à vos besoins. Voilà, je devais venir à mes besoins, je devais quand même me battre. Qu'est-ce que vous faisiez? D'abord, on venait au plateau pour garer les voitures. D'accord. Et ceux qui étaient le plus forts que nous, ceux qui étaient plus grands que nous, arrachaient notre argent. Donc, à un certain moment, tu es obligé d'apprendre à te battre, à faire ta propre sécurité. Donc, vous étiez un grand bagarreur et vous vous êtes fait remarquer. Je ne remets pas le couteau dans la plaie, mais ce sont des moments sombres que vous avez vécus. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez, à un moment donné, connu ce qu'on appelle la transformation. Donc, je disais, vous avez vécu dans la rue pendant des années et vous faisiez partie d'un groupe, la Gestapo du plateau. C'était dans les années 90. Dans les années 90. Et à l'époque, on vous appelait les Louba. Là, vous étiez maintenant un adolescent. Oui, en fait, les Louba, ça, c'est les gens qui nous appelaient comme ça, par rapport au physique qu'on avait dans la rue, tout et tout. Mais nous, on n'aimait pas déjà ce mot. Parce que quand ce mot, dans le dictionnaire, la traduction, le mot, ça ne fait pas beau. Ça n'aurait pas la personne qu'on appelait comme ça. Et d'où est venu le mot Zigei? Zigei, c'est un mot créé dans la rue, comme le mot Louchi, qui fait partie de langage Louchi, qui veut dire guerrier moderne. Guerrier moderne, mais qui se bagarrait. Oui, en fait, guerrier moderne, on se disait qu'on était des guerriers parce que déjà, on apprenait à se battre pour survivre. D'accord, pour vous défendre aussi. Pour se défendre, tout et tout. D'accord. Et un jour, vous faites une rencontre, puisque vous étiez dans plusieurs clans. Oui. Vous, c'était la Gestapo, les Zigei. Bon, les gens appelaient également les Louba, pour mieux nous faire comprendre par les téléspectateurs, mais les Zigei. Et votre vie va changer. Qu'est-ce qui a provoqué ce déclic? Moi, je pense que, comme les gens le disent souvent, une rencontre peut changer
des personnes négatives. Et nous, on a eu la chance en 90 de faire une rencontre, mais pas n'importe quelle rencontre. Une rencontre qu'on ne s'attendait même pas nous-mêmes. Une rencontre qui a été demandée. Une autre personnalité. On va découvrir dans ce film parce que vous avez changé, vous avez décidé de réaliser un film et cette histoire de votre vie et de tous les Ziguéis, vous la racontez dans ce film. On va regarder, c'est un extrait qui a été résumé pour vous par Moussa Konati. Le Ziguéi, mouvement de la rue des années 80 et 90, a marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire. Des hommes au physique herculien qui régnaient dans les quartiers d'Abidjan et dans plusieurs villes du pays. Ces caïds, mal vus par la société à l'époque, ont fini par avoir l'estime de Feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire. Quand on a pris la route de l'Ivoire après Corniche, tout ça, j'ai vu que j'étais non loin de l'hôtel Ivoire. Mais là, on commençait à couler tout seul. Jusqu'à l'entrée de la résidence, quand j'ai vu, j'ai dit mais j'étais où? Et les barrières se sont levées, nous sommes rentrés. Chez le chef de l'État, le président de Houphouët-Boigny, quand nous sommes descendus, on a commencé à tous pleurer. Dès son apparition, une certaine sérénité s'est emparée de nous qu'on ne peut pas expliquer. C'est la sérénité que donne le chef, le père, le grand-père, la famille. Vous êtes un père pour nous. C'est grâce à ce père-là qu'aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes devenus aujourd'hui des hommes. Parce que beaucoup sont en Europe, beaucoup travaillent et que ça nous a permis de quitter la rue. Comment ces Louba ont bénéficié de l'admiration du père de la nation? Qui sont les Ziguéi et qu'ont-ils apporté à la culture ivoirienne? Les réponses à ces interrogations dans ce film documentaire, Les enfants d'Oufou. Fruit de 10 années de recherche, l'œuvre cinématographique à travers images et témoignages retrace l'histoire de cette philosophie. On peut affirmer que ce mouvement est le déclic de la musique urbaine de Côte d'Ivoire. Houphouët a été généreux avec la rue, donc c'est un hommage, c'est le seul qui a pensé comme ça. Pour la famille Ziguéi, Félix Houphouët-Boigny ou Don Féfal, comme il l'appelait, est celui qui a donné un nouveau sens à l'existence des hommes de la rue. À l'époque, on vous fuyait parce qu'on vous considérait comme les parias de la société, mais le président Félix Houphouët-Boigny vous a rencontré. Faites-nous revivre ces instants d'émotion que vous-même, vous avez vécu. Je dirais que même nos propres parents nous fuyaient déjà. Donc pour nous, c'était impensable de penser que le père de la nation allait nous tendre la main. Et il vous a rencontré, qu'est-ce qui vous a touché pour vous amener à quitter la rue et changer? Pour moi, personnellement, la première fois qu'on l'a rencontré chez lui, ce qui m'a marqué et ce qui continue à me marquer encore, c'est difficile pour moi de parler de lui au passé même. Et il s'est présenté en peignoir. Et ça m'a marqué. Pour moi, si quelqu'un se présente en peignoir, il vient te faire entrer dans son intimité. Qui nous étions à cette époque pour que lui se présente à nous comme ça? Vous qu'on rejetait. Voilà, nous qu'on rejetait, que nos familles rejetaient. Ça faisait que même parmi nous, on était obligé de se faire respecter par nos forces. Mais en réalité, c'était quelque chose qui nous blessait. Parce qu'on ne te respectait pas en réalité, ils avaient peur. Et lui, qui avait la force plus que nous, qui pouvait nous faire la répression, nous tend la main. Donc c'est quand même impensable. Parce que à cette première rencontre, quand moi je suis sorti de là, je m'aggrande ce personnage, quand je lui ai dit je venais de croiser le président, il m'a demandé si j'avais fumé. Parce que même moi-même, je sortais là, je ne croyais pas. Donc le fait de l'avoir rencontré, ça a provoqué un déclic et donc vous avez décidé de changer. Et vous avez gardé un beau souvenir de cette époque. Je pense qu'après cette rencontre, on avait décidé, nous, de faire une marche pour lui montrer notre soutien. Donc on avait fait des t-shirts à l'époque qui disaient le Louba derrière Fouet, tout et tout. Et moi j'avais la couleur verte, j'ai gardé ce t-shirt. Donc vous avez décidé de changer. Et c'est à partir de ce t-shirt que j'ai eu le déclic même de faire un film. Pourquoi j'ai eu le déclic? Un soir j'étais chez moi, je regardais mes affaires, puis je tombais sur le t-shirt. Et je me suis posé la question, j'ai dit voilà un monsieur qui avait tous les signes de tous les Ivoiriens, et lui a tendu la main à des gens que les gens rejetaient. À l'époque, les gens avaient écrit beaucoup de choses et il n'a pas répondu. Il n'a pas changé le regard qu'il avait vis-à-vis de nous. Et moi, ça m'a touché. Je me suis dit, il faut faire un film pour raconter l'histoire réelle, comment il a pu changer cette génération. D'accord. Et vous dites que la rue est un esprit. Il faut savoir tirer le meilleur d'elle. Oui. Comment tirer donc le meilleur de cette rue? Parce qu'aujourd'hui encore, il y a de nombreux enfants, de nombreux jeunes dans cette rue. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Moi, je dis ça souvent à mes jeunes frères qui sont dans la rue. Quand tu es dans la rue, les gens, la première impression, la plupart pensent que c'est fini. Et je me dis, Dieu est tellement généreux qu'il a donné plus de temps aux enfants de la rue
à d'autres enfants qui ne sont pas dans la rue et la compenser quelque part. Et dans la rue, c'est là l'esprit où la créativité est en abondance. Et vous n'avez pas été dans une école, hein? Oui, moi je n'ai pas fait d'école. Mais vous avez réalisé un film. Oui, parce que déjà, on passait notre temps devant les salles de cinéma. Nous sommes déjà des enfants de cinéma. On passait tout notre temps devant les salles de cinéma. Donc ce talent qui est en vous, vous l'avez exploité. Voilà. Je dirais ceux qui ont vu le film, qui me disent, bon, peut-être j'ai un talent de réalisateur. Je n'ai pas osé dire ça, mais j'ai essayé d'expliquer une histoire que nous avons vécue sans émotion, les faire, pour mettre en lumière. C'est une réalité que les gens ne savaient pas. D'accord. Alors donc, en tout cas, merci d'avoir été notre invité de la page culture ce soir. De la rue à la gloire, c'est donc possible. Chacun a un talent. Il faut donc qu'il y ait de bonne volonté parce que vous avez eu la chance, le président de la République qui vous a tendu la main. Il y a aussi de bonnes volontés qui sont décidées à tendre la main à ces enfants dans la rue, à ces adolescents. En tout cas, merci d'avoir été là pour nous partager votre témoignage. Nous allons maintenant, toujours en cinéma, parler de la fin de ce tournage de la série Au milieu d'un rêve cette semaine. Donc, ce tournage a eu lieu cette semaine à Abidjan. C'est une coproduction RTIZ. On en parle avec Christelle Menant. My friend. Good to see you. Dans la boîte, depuis ce 12 décembre. Après Dubaï, le tournage de la série Au milieu d'un rêve s'achève ainsi sur les rives de la lagune ébriée. Pour ces dernières séquences, les techniciens à la tâche sont ivoiriens et indiens, et la seule langue qui vaille est le script. And action. Du côté des acteurs, les prix sont en anglais, même pour l'acteur ivoirien Ahmed Souané. Trust is all about risk. Au milieu d'un rêve, une série de 26 épisodes de 26 minutes, coproduite par la RTI et la major indienne Z Entertainment. Alors il faut savoir que tout cela a démarré par une coïncidence. Les stands des deux sociétés étaient voisins au Discop 2015 à Johannesburg. Et nous avons commencé à échanger. Nous nous sommes rendus compte que nous avions la même vision d'un cinéma africain innovant. Et donc nous avons entamé un certain nombre de discussions qui ont pu heureusement se conclure au Discop d'Abidjan quelques mois plus tard. C'est un partenaire naturel pour nous. Ils ont un savoir-faire et sur beaucoup de points de vue, nous nous rejoignons dans notre approche. Au milieu d'un rêve, une première entre l'Afrique subsaharienne et Bollywood, c'est l'histoire d'une amitié entre deux businessmen ivoiriens et indiens. Tout rôle qu'on interprète, c'est un challenge. Celui-ci, en plus d'être un challenge, c'est une très bonne expérience. C'est une nouvelle dimension du travail que nous faisons. Travailler avec des acteurs venus d'ailleurs, venus d'un autre cinéma, le cinéma de Bollywood, on le connaît, les Ivoiriens en sont très friands, les Africains en général. Et donc se frotter à cette expérience-là, tant artistiquement que techniquement, c'est bon pour nous, ça nous enrichit et ça nous donne de nouvelles perspectives. Une histoire entre deux continents mêlée de passion et d'intrigue, diffusion sur les antennes de la RTI dès le premier trimestre 2017. On va parler aussi musique, c'est avec la salsa donc, pour nous séparer. Nous allons voir cela avec Michel Mambo. De la dextérité, de l'habileté, de la classe. Ici, on danse la salsa. Et c'est ainsi tous les derniers samedis du mois dans cette boîte de nuit située dans la commune de Treichville. C'est ici donc que Brigitte a décidé de mettre en pratique ce qu'elle aura appris des semaines durant. Je suis venue avec une amie, on est venu s'amuser, se détendre. Nous prenons des cours de danse, de salsa et de rock. Et donc on a voulu voir si on avait appris quelque chose. Après la théorie, place donc à la pratique et notre salsera semble en avoir appris beaucoup. Le rythme est syncopé, donc on peut suivre, on peut compter dans sa tête au début quand on apprend. Donc c'est d'ailleurs comme ça qu'on fait, on compte les pas et puis après ça va tout seul. Une fois qu'on a bien assimilé les pas, le reste suit. Plus qu'une simple danse, la salsa apparaît pour les salseros comme une véritable thérapie, un remède pour échapper au stress. C'est non seulement un sport, ça vous permet de stresser, ça vous permet de rencontrer d'autres personnes. Et puis vous savez, dans le salon, vous permet de vous connaître et connaître l'autre en face de vous. C'est tout simplement la vie.
Et la salsa n'est pas que l'affaire des générations anciennes. De plus en plus de jeunes pousses s'intéressent à ce genre musical, cette danse d'origine cubaine développée à New York. Non, je ne pense pas que ce soit réservé aux vieux, bien au contraire. En tout cas, ça permet de se sentir jeune tout le temps. Nous sommes tous appelés à vieillir et nos danses locales, les danses urbaines en particulier, ne traversent pas les temps. J'imagine qu'il est souhaitable qu'on danse la salsa parce qu'elle vit depuis. Et plein de gens l'aiment toujours, toutes les générations. Donc il est bon d'apprendre tôt pour que quand on vieillit, on sache retomber sur ses pas. Se déhancher, s'échauffer, transpirer, affiner sa silhouette tout en s'amusant, pourquoi pas? En tout cas, joindre l'utile à l'agréable, c'est là que la danse trouve tout son sens et la salsa en est l'illustration parfaite. Et vous continuerez à danser la salsa chez vous. Merci de nous avoir suivis. Ce journal est terminé. Mais notez que les Ivoiriens votent demain pour les législatives. Ils sont donc plus de 6 millions à se rendre dans les urnes. Et sachez que plus de 1000 candidats sont lancés dans cette course au Parlement ivoirien qui compte 255 sièges. La CEI appelle tous les électeurs et tous les candidats à voter dans un climat de paix. Merci à vous tous.